Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui M. Benoît Chervalier, ancien haut fonctionnaire de la BAD, banquier d'affaires, enseignant à l'ESSEC et 25 ans d'expérience en Afrique sur le continent. Bonjour M. Chervalier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de commencer l'entretien, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs face à la caméra. Bonjour, donc je suis Benoît Chervalier, je suis ancien fonctionnaire en effet à la Banque africaine de développement où je suis resté 4 ans. Je suis actuellement banquier d'affaires et chef d'entreprise depuis une dizaine d'années, enseignant à l'ESSEC. J'ai créé la chaire Afrique Business et Industrie sur laquelle on reviendra peut-être. Et en effet, ça fait 25 ans que je parcours le continent et je me suis rendu dans 40 pays sur les 54. Merci beaucoup, une très grande et longue expérience. Donc aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau parce que vous avez écrit un livre dont le titre Ce qu'attend l'Afrique. Donc, et ma première question est qu'est-ce que l'Afrique attend, selon vous? Alors, le titre est percutant, volontairement, et la réponse, je pense, assez simple, qui tient en une phrase, c'est la liberté de ses choix. Tout comme d'ailleurs n'importe quel pays qui entend être souverain et exercer ses attributs de souveraineté. Oui, alors, donc, vous avez mentionné que vous avez sillonné l'Afrique, vous avez fait beaucoup de pays, donc vous devez connaître le continent et vous avez également exercé comme fonctionnaire à la BAD, la Banque africaine de développement. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de développement avant de parler donc du contenu du livre. Donc, à votre avis, l'Afrique doit commencer son développement par quoi? Alors, je pense que tous nos téléspectateurs s'accorderaient à dire que on doit toujours sans cesse rappeler qu'il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. On le sait, mais je pense que il est toujours utile de le rappeler. Et donc, les réponses qu'on va apporter, évidemment, varient en fonction des pays et des situations dans lesquelles on parle. Euh, En ce qui concerne, moi je préfère parler de croissance, je préfère parler d'innovation, je préfère parler de progrès. Je trouve que la notion de développement est une notion qui est, comment dire, potentiellement un petit peu réductrice. Et on ne doit jamais oublier que ce qui en revanche caractérise le continent, c'est son extraordinaire innovation, son changement, appuyé évidemment par sa jeunesse, par ses jeunesses, parce que je ne crois pas qu'il y a non plus une seule jeunesse, par ses jeunesses. Et donc, c'est les deux mots que j'indiquerai pour résumer ma pensée. Donc la BAD et la BAD, la Banque africaine de développement, donc depuis sa création, vous pensez il a assez contribué pour le développement du continent? Alors, elle a été créée en effet en 1964 dans le contexte évidemment de décolonisation et d'indépendance. Le guichet concessionnel, c'est-à-dire le guichet qui cible les pays à bas revenus, lui a été créé 10 années plus tard, en 1974. Et son objet, et d'ailleurs pour ça je cite, d'ailleurs je le mentionne dans le livre, les mémoires de l'un de ses pères fondateurs, Romeo Horton, libérien, ancien gouverneur de la Banque centrale du Libéria, qui raconte combien et comment, avec son petit bâton de pèlerin, il est allé convaincre les différents chefs d'État du continent et ensuite le président de la Banque mondiale de l'époque pour dire pourquoi il était indispensable, selon lui, de créer une banque africaine. Puisque à cette époque-là, il existait déjà une banque asiatique, il existait une banque interaméricaine, mais il n'existait pas une banque africaine. Donc ça lui semblait indispensable. Et dans l'esprit justement de ses pères fondateurs et de lui-même, donc Romeo Horton, c'était avant tout de se concentrer sur les projets régionaux. Puisqu'on sait que l'une des caractéristiques du continent, c'est sa forte fragmentation, 54 pays, 54 États, mais qui sont fragmentés économiquement, puisque, comme je le rappelle aussi, en gros, il y a 7 pays qui représentent pas tout à fait 70% de la richesse du continent, 70% du PIB, mais il y a 32 pays qui représentent 13% du PIB. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de petites économies. Et donc la réponse à cela, c'est évidemment les projets collectifs, les projets régionaux, et c'était bien l'ADN qui devait contribuer à la banque. Donc, pour répondre à votre question quant à savoir si la banque a eu une utilité sur ce volet, évidemment, puisque d'abord, elle a
j'allais dire, insuffler cet esprit-là. Ensuite, c'est un acteur, un partenaire de confiance, c'est comme ça d'ailleurs qu'elle se définit, mais il est évident que ce n'est pas du tout le seul acteur, comme ce n'est pas qu'un acteur du développement qui contribue, comme on le disait, à la richesse, à l'innovation. Son rôle, c'est aussi d'entraîner et faire en sorte que les autres réussissent et pas nécessairement qu'elle-même soit ou fasse tout. Oui. Alors, donc, mais comment elle est financée, elle, donc, la Banque africaine? Elle trouve où ses ressources? Alors, ça dépend en fait en fonction des guichets dont nous parlons. Si on parle du guichet, ce qu'on appelle non concessionnel dans le Oui, jargon, donc oui. pour nos auditeurs, ça peut être un petit peu, comment dire, technique. Donc le guichet non concessionnel, c'est tout simplement les pays à revenus intermédiaires. Donc en gros, c'est les pays émergents africains, donc entre 14 et 18, parce qu'il y en a qui sont un petit peu entre les deux. Et pour eux, ils sont financés, la banque se finance sur les marchés de capitaux. Et pourquoi elle se finance sur les marchés de capitaux? Parce que grâce à sa très bonne notation, elle est triple A, elle peut emprunter tout simplement à de très bonnes conditions et donc offrir des conditions de financement avantageuses, plus avantageuses que si les pays allaient eux-mêmes directement sur les marchés. Donc ça, c'est le guichet non concessionnel. Et pour l'autre guichet, donc le guichet concessionnel, c'est-à-dire le guichet subventionné, là en revanche, il repose sur des dons, c'est-à-dire des contributions que les différents États volontaires allouent. Alors c'est un processus qui a lieu tous les 3 ans et d'ailleurs la banque est en plein dedans en ce moment pour reconstituer ces réserves et ensuite les allouer aux différents pays bénéficiaires. Oui. Alors, donc, maintenant, si on revient pour les investissements, parce que vous êtes aussi membre du MEDEF, et donc, est-ce que la France qui est le partenaire privilégié et même historique des pays francophones ou même des pays anglophones, parce que vous l'avez mentionné dans le livre que maintenant, les principaux partenaires de la France ne sont plus les pays francophones, mais plutôt les pays anglophones. Donc, mais comment cela a pu changer? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend de la taille des économies. Donc, il y a la part relative, c'est-à-dire le pourcentage par rapport à d'autres partenaires que vous avez dans une économie. Mais là, même si on a une petite économie, vous pouvez avoir un rôle important, c'est-à-dire représenter 30% par exemple des échanges commerciaux, mais il n'en demeure pas moins que si le pays en question a une petite taille économique, comment dire, en valeur, c'est relativement faible. En fait, Vous avez cité le Nigeria. voilà. Donc le Nigeria qui est le premier partenaire commercial avec la France, mais ce qui est normal puisque le Nigeria, c'est un pays qui a un produit intérieur brut, un PIB supérieur à 400 milliards de dollars, ce qui est évidemment plus important que si on a un pays qui est comme son voisin qui est le Bénin, qui est évidemment Qui est beaucoup plus petit. Donc c'est pour ça que là, faut toujours être assez prudent sur les lunettes, j'allais dire agrandissant ou au contraire rétrécissant entre les volumes et les valeurs. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une diversification des partenaires. Et ça, je pense que c'est très bien pour tout le monde. Donc une diversification des partenaires entre les pays du continent africain et d'autres. Donc il n'y a pas que la France, il y a d'autres Européens, il y a des émergents. Donc on est dans cette réalité-là. Et de la même manière, pour la France, c'est aussi de diversifier ses partenaires. En effet, je mentionne par exemple l'Angola qui est le deuxième où la France est le deuxième investisseur, Oui. grand pays lusophone. Et donc là, voilà, on est dans une autre réalité. Donc, ce qui caractérise de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois un pays comme la France, mais pas que, encore une fois, et les pays du continent africain, c'est la diversification de leurs partenaires économiques. Donc, que pensez-vous donc du retrait, par exemple, des pays de l'AES? On peut considérer que la France a perdu pied dans ces pays-là? Alors, au niveau économique, comme je vous le disais, ce sont des pays à taille modérée, à taille modeste. Donc, en réalité, l'enjeu économique, il est
il est relatif. Après, là, vous faites allusion à des sujets d'ordre plus politique, Oui. bon, que je ne vais pas spécialement commenter. Ce qui est sûr, c'est que comment dire, on est dans un monde et on évolue dans un contexte géopolitique où les tensions sont exacerbées, où justement la diversification de ces partenaires et de ces partenariats est attendue de part et d'autre. Et je pense que c'est dans l'intérêt des différentes parties qu'elles s'orientent en ce sens. Alors, le rôle du MEDEF en Afrique, est-ce que aujourd'hui le MEDEF a une position offensive au niveau des marchés africains ou bien il regarde ailleurs, par exemple vers l'Asie? Alors non, je ne l'opposerai pas. Je l'opposerai pas du tout. Je pense que déjà, c'est de rappeler que en ce qui concerne la France, mais il ne faut pas regarder uniquement la France, il faut regarder l'Union européenne, il faut regarder l'ensemble du monde. Mais quand on regarde, si on se concentre plus particulièrement sur la France, ce qui est vrai, c'est que la France est le deuxième investisseur sur le continent africain. Et l'Union européenne est de très très loin le premier investisseur sur le continent africain. Et je distingue toujours ce qui relève du commerce de ce qui relève de l'investissement. Le commerce, l'Union européenne est aussi de très loin le premier partenaire commercial, c'est-à-dire les exportations et les importations, qui représentent un peu plus de 400 milliards d'euros donc de flux commerciaux. Le numéro 2, c'est la Chine avec 294 milliards de dollars. Donc ça, c'est au niveau commercial. Et ensuite, au niveau des investissements, c'est-à-dire de l'emploi local, des filiales des groupes européens, français et européens qui sont sur place, ce sont donc une croissance, j'allais dire, endogène, une croissance domestique, parce que ce sont des acteurs économiques qui, certes, ont une grande marque ou une marque étrangère, mais qui sont locaux parce qu'ils sont implantés localement, ils sont soumis à la réglementation domestique, ils sont totalement intégrés dans le tissu économique et social et pour une immense majorité d'ailleurs emploient des ressortissants des pays en question. Et c'est ça qui distingue aussi l'Union européenne et la France notamment des autres grands partenaires qui sont surtout, notamment émergents, qui sont surtout présents sur le volet commercial, mais qui le sont moins au niveau des présences de filiales sur place et donc d'emplois locaux. Alors, donc si aujourd'hui vous avez un conseil à donner aux chefs d'entreprise français, par exemple, qui souhaitent investir en Afrique, qu'est-ce que vous leur donnez comme message? Alors, je vais peut-être comment dire, vous étonner, mais je ne dirais pas en Afrique, de la même manière. Pour la simple raison que je ne dirais pas, et personne n'irait, on va investir en Asie ou on va investir en Amérique latine. C'est de quel pays parle-t-on? Oui. Donc on peut très bien être très pertinent et avoir un produit adapté ou un service adapté pour une configuration donnée et pas du tout pour d'autres. Je vous prends un exemple assez simple qui est l'industrie touristique. L'industrie touristique, en fonction de où nous parlons, est plus ou moins adaptée et la nature de l'industrie touristique, évidemment, va évoluer. Donc la première, c'est de connaître son marché et de ses marchés. Et je crois qu'il est d'ailleurs important de prendre en compte ces différentes dimensions locales, ces caractéristiques. Je ne crois pas du tout à ce qu'il y ait vous voyez, une taille unique qui s'adapte un petit peu partout. La réplicabilité, ce qui fonctionne au Nigeria, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, ne fonctionne pas nécessairement au Bénin. Et inversement. Pourquoi? Parce que le Nigeria, évidemment, a un gros marché domestique, donc il peut absorber sur la base de son marché domestique tout un tas de choses, même s'il n'est pas nécessairement, par exemple, très compétitif, alors que si le Bénin adoptait la même attitude, ça ne marcherait pas, tout simplement parce que la profondeur de son marché domestique n'est pas suffisante, et lui, en revanche, doit très clairement commercer et favoriser les échanges avec d'autres pays. Donc c'est prendre en compte cette situation. Donc ça, c'est le premier message. Ce n'est pas une espèce de boîte magique qui s'adapte partout. Et deuxièmement, de savoir à la fois détecter des opportunités, être innovant, s'asseoir sur les talents et s'appuyer sur les talents locaux qui sont nombreux et construire justement
ces échanges mutuellement bénéfiques. Et Oui, c'est ce que j'ai voulu aussi décrire dans dans le livre. le livre, alors qui va bien au-delà, hein, parce que ce livre, c'est d'abord toute une série d'anecdotes et des réflexions qui sont nourries justement de ces expériences de terrain. Moi, j'aime bien le terrain. Oui, Je trouve qu'il faut partir du terrain. C'est ce que les anglo-saxons appellent le bottom-up. Hein. C'est oui, on part du terrain pour aller justement vers le haut. Donc, c'est de tirer des réflexions, mais justement à partir du terrain. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est que je me suis rendu j'ai travaillé dans beaucoup de situations et de contextes différents, mais c'est aussi mes étudiants. Et oui, d'ailleurs, ce livre est également dédié à la jeunesse et à mes étudiants, puisque j'ai eu un peu plus de 1000 étudiants de nationalités différentes, africaines d'abord, des Afriques, oui. des Ivoiriens, des Sénégalais, des Camerounais, des Kenyans, des Sud-Africains, etc. Mais également des Chinois, des Japonais, des Américains, des Européens, depuis plus de 15 ans. Donc ça vous donne quand même à la fois une évolution sur ces 15 dernières années, parce que le narratif, par exemple, de ce qu'on appelait le Africa Rising d'il y a 15 ans n'est plus du tout le même aujourd'hui, mais c'est aussi cette profondeur, parce que c'est de prendre la lunette et le regard des autres. Un Nigérian ne pense pas la même chose qu'un Sud-Africain, qui ne pense pas la même chose qu'un Continuons. Sénégalais, Au Sénégalais, voilà. ni qu'un Américain, ni d'un Chinois. Et donc, c'est de prendre en compte aussi cette diversité du monde, que tout le monde ne raisonne pas et ne pense pas de la même manière. Et donc, je prends des exemples et des anecdotes dont certaines peuvent faire ou prêter à sourire, mais comme souvent, et puis avec quelques proverbes. Quelques proverbes africains pour illustrer précisément ce que j'entends démontrer. Ben, parmi les pays que vous avez visités, donc en Afrique, ben, lequel qui vous a plus marqué, par exemple? Alors, si je réponds à votre question, comment dire, je vais faire plaisir à un et je vais m'aliéner les 53 autres. Donc, donc je ne vais pas répondre Ah en bon? tant que tel à votre question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des pays avec lesquels j'entretiens un lien d'affinité plus fort, d'intimité, Ouais. je voulais dire plus fort, tout simplement parce que je m'y rends très souvent. Donc c'est vrai que je vais très souvent en Côte d'Ivoire, je vais très souvent au Maroc, je vais très souvent au Kenya, je vais très souvent en Afrique du Sud, je vais régulièrement à Maurice, je vais aussi au Sénégal. Voilà, donc je vais le mesurer plutôt sous cet angle-là comment dire, ce à quoi je suis aussi extrêmement sensible, c'est la diversité. Et ce que l'on peut trouver à Dakar n'est pas la même chose ce qu'on va trouver à Nairobi. Oui. Donc, Donc, vous avez marqué aussi dans le livre le climat politique, par exemple. Donc, le climat politique qui est quand même très important dans l'investissement ou même dans le développement. ouais. Alors, ce qu'on appelle le climat, en réalité, comment dire, c'est la visibilité. Donc du climat des affaires, parce que ce qui est vrai, c'est que quand on est un chef d'entreprise, quand on est une entreprise qu'on n'aime pas, c'est l'incertitude. On le voit partout. C'est pas du tout une caractéristique des pays du continent. Et dès qu'il y a un élément d'incertitude, qui soit d'ordre politique, géopolitique, économique, budgétaire, etc., voilà, chef d'entreprise, il n'aime pas ça. Donc pour ça, c'est évidemment d'avoir une forme de prévisibilité, de stabilité juridique, de ce qu'on peut appeler une bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des dispositions qui vont changer à la dernière minute. Donc ça repose sur un dialogue qui est régulier à la fois au sein d'un pays, entre les différentes forces économiques. Il y a des patronats africains justement qui sont là pour ça, avec évidemment d'autres acteurs de la société civile, et puis ensuite des échanges entre, cette fois, les pays, évidemment, et les partenaires comment dire, étrangers, pour veiller et assurer qu'il y a justement cette visibilité politique et Et économique. économique. Donc, les anecdotes dont vous parlez, vous Oui. pouvez nous en citer au moins une? Alors,
tout dépend l'angle sur lequel, comment dire, que l'on prend. Alors, je vais prendre d'abord le proverbe, puisque je parlais du Bénin et du Nigeria tout à l'heure. Donc, je cite par exemple ce proverbe de Guinée-Bissau qui dit que le bonheur de la puce peut faire le malheur du chien. Donc, si on l'applique justement entre le Bénin et le Nigeria, mais vous voyez, sous un angle qui peut nous faire sourire, mais ça se traduit dans une réalité économique et politique très concrète. Prenons la ZLCAF, donc la zone de libre-échange économique panafricaine. Jusqu'au dernier moment, le Nigeria a plutôt été réticent, voire même opposé, pour adopter cette initiative qui est fondamentale, puisqu'elle vise justement à renforcer les liens entre pays, pour lutter justement contre cette fragmentation, augmenter le commerce intra-régional, qui représente aujourd'hui environ 15%, alors qu'il est à peu près à 60% pour l'Union européenne. Donc c'est un objectif qui est fondamental. Et ça renforce, ça crée du muscle entre les économies du continent. Pourquoi donc le Nigeria était plutôt réticent, mais le Bénin, lui, il était très favorable. Pourquoi? Parce que, pour reprendre l'exemple du coton, l'industrie cotonnière du Bénin, du fait de la taille de son marché domestique, est relativement réduite, donc il n'a pas d'autre choix que d'améliorer sa productivité pour exporter. Si vous avez au contraire un grand pays qui a un très large marché domestique, son marché, entre guillemets, absorbe ou peut absorber une grande partie, tout ou partie de sa production. Donc son incitation à transformer son outil industriel, dans le cas d'espèce de l'industrie cotonnière, est relativement faible. Donc, il est moins productif. Donc, si vous avez un marché qui s'ouvre, concrètement, le marché du coton nigérian pouvait redouter le côté plus offensif du marché cotonnier béninois. Donc, voilà. Donc la puce peut en effet faire le malheur du chien. Alors, le franc CFA, et donc le franc CFA, on avait parlé donc de l'éco pour remplacer le franc CFA. Et donc, à votre avis, c'est plus favorable aux pays africains qui utilisent cette monnaie, ou bien ils peuvent rester au franc CFA, mais améliorer les conditions? Alors, c'est une question qui est à la fois très complexe et assez simple. Alors, je l'aborde dans le livre et je recours même d'ailleurs aux outils de l'intelligence artificielle pour dire ChatGPT, vous en pensez quoi? Bon, et avant de me fier à ChatGPT, je me suis d'abord appuyé sur mes étudiants. Comme je le disais, c'est à la fois dans le temps, mais aussi sur la diversité des parcours. Donc, c'est intéressant d'entendre ce que pense un Américain, un Chinois, un Japonais et d'autres pays du continent africain, mais qui ne sont pas ou qui ne relèvent pas uniquement de la zone, soit de l'UEMOA pour l'Afrique de l'Ouest ou de la CEMAC pour l'Afrique centrale. Et c'est assez instructif, c'est même très instructif. Ce qui ressort, et évidemment je le développe beaucoup plus dans le livre, mais ce qui ressort déjà, c'est qu'il y a une très grande méconnaissance. C'est quelque chose qui est, soit on le découvre complètement, soit on le prend en fait comme une donnée, mais j'allais dire de manière assez clinique, assez froide. Il n'y a pas du tout d'émotionnel là-dedans. Le deuxième élément, c'est de le regarder, pas forcément sous l'angle que l'on a l'habitude de le prendre, parce que c'est un sujet qui est très complexe. Et il oppose en réalité un régime qu'on appelle le régime de change fixe avec un régime de change flottant. Le régime de change fixe, c'est-à-dire qu'il y a une parité et il n'y a pas de fluctuation quant à cette parité. Vous avez donc 1 euro égale donc 655 et quelques pour franc CFA. Bon, il n'y a pas de variation. La variation, en revanche, elle impacte, elle est née entre des monnaies étrangères par rapport à l'euro, mais pas entre l'euro et les francs CFA. Où vous avez un régime de change flottant, et là, ça s'ajuste, et on peut utiliser la politique monétaire comme un instrument de sa politique économique, quand on veut être plus compétitif avec les avantages et les inconvénients. Et donc, la première des choses à faire, c'est quels sont les avantages et les inconvénients d'un système par rapport à l'autre. Et donc, c'est là où il peut y avoir des ambiguïtés, parce que, comme souvent, on ne peut pas avoir
le beurre, la crémière et son sourire. C'est-à-dire on ne peut pas avoir le tout et son contraire. On ne peut pas avoir les bénéfices d'un système, mais en écartant ses inconvénients. On ne peut pas avoir les deux bénéfices, ce n'est pas possible. Et donc, le point sur lequel notamment je rebondis, et j'arrive, ce qui me semble fondamental, c'est la confiance des peuples. C'est-à-dire qu'une monnaie, c'est complètement un instrument de souveraineté. Et donc, il me paraît une évidence que les pays réfléchissent de savoir si telle ou telle monnaie, telle ou telle situation, tel et tel régime est plutôt bon, meilleur ou moins bon par rapport à leurs besoins. Comme je dis souvent, la souveraineté, c'est le choix de ses dépendances. Ce n'est pas d'être comment dire, fermé, et c'est encore moins d'être en autarcie. Personne ne peut vivre en autarcie. Pas plus n'importe quel pays africain que les États-Unis ou la Chine. Personne ne peut vivre en autarcie. Donc ce qui veut dire qu'il faut choisir les éléments qu'on doit absolument posséder soi-même, les éléments avec lesquels on est prêt à partager et les éléments avec lesquels on est prêt à beaucoup partager. Et donc ça veut dire, ça s'appelle une stratégie. Donc oui, je pense qu'il faut avoir cette réflexion, ces débats pour déterminer quelle est la stratégie que les différents pays, et donc dans le cas d'espèce les pays de l'UEMOA ou les pays de la CEMAC, veulent avoir. Et pour cela, c'est le deuxième principe fondamental, c'est celui de la confiance des populations. C'est-à-dire que, et là aussi quand on voit l'histoire monétaire et l'histoire des monnaies de n'importe quel pays dans le monde, quand ça n'a pas marché, c'est qu'il n'y avait pas la confiance des peuples. Si un peuple n'a pas confiance en la monnaie ou sa monnaie, je fais volontairement cette nuance, bah ça ne marche pas et cette monnaie s'effondre. Et l'histoire, encore une fois, économique en est remplie. Donc je pense qu'il ne faut jamais perdre ça de vue avant, si je puis dire, de choisir l'option que l'on entend privilégier. Et que pensez-vous des déposites qu'ils déposent au Trésor public, les 50%? Est-ce que ils peuvent réduire, diminuer sur ça pour la France, ou bien pensez que c'est juste? Alors là, ça a fait l'objet d'un ajustement et de réformes qui sont nées lors du sommet de décembre 2019, donc ça remonte déjà à quelques années, et qui avait adopté un certain nombre de modifications, y compris sur le volet que vous mentionnez. Ça, évidemment qu'il y a une portée symbolique, mais en réalité c'est aussi un sujet technique. Et la question, j'aurais presque envie de dire, fondamentalement n'est pas là. La vraie question, c'est celle que j'ai évoquée précédemment, c'est-à-dire quelle est la stratégie que l'on entend mener à court terme, à moyen terme, à long terme, et les instruments et les actions qu'on entend mener pour l'atteindre. Oui, et donc la dernière question, parce qu'on me signale à la régie qu'on arrive au terme, très intéressant. Et les matières premières, donc les Africains les exportent bruts, et ça n'a toujours pas donné de résultats probants, parce que voilà, ils ne se sont toujours pas développés. Il y a quelqu'un même qui dit que l'Afrique est assise sur un trésor donc, de matières premières, mais avec un îlot de pauvreté. Donc, quelle idée pour vous pour ces matières premières? Il faut les transformer, il faut les... Alors, merci je suis très très attaché à ce sujet. J'en parle d'ailleurs beaucoup dans le livre. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la chaire que je mentionnais qui a été créée l'année dernière à l'ESSEC. Donc, il y a un campus notamment à Rabat, au Maroc, et qui porte sur l'industrialisation et la transformation locale des matières premières. Donc, on est en plein dedans. En effet, la transformation locale des matières premières, elle est absolument fondamentale. Donc, passer d'une économie extractive brute à une économie intégrée dans la chaîne de valeur. Alors ensuite, on distingue les produits des matières premières agricoles des matières premières non agricoles. Ce que je constate, c'est qu'il y a déjà une évolution. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, sur l'industrie par exemple de la noix de cajou est passée. Du cacao aussi. Et alors du cacao, mais là c'est surtout de la noix de cajou, sur les 5 dernières années, est passée d'à peu près 5% de transformation locale à 30% en 5 ans. Donc là, ça montre que les choses évoluent, elles évoluent rapidement. Oui.
Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres matières premières, de la bauxite, en passant par le cobalt, le nickel. Et donc, l'enjeu absolument fondamental, c'est d'accompagner les entreprises, d'accompagner les États dans ces transformations pour passer en effet d'une industrie, encore une fois, extractive à une industrie de transformation locale. Donc ça suppose des partenariats. C'est encore une fois, hein, on ne peut pas faire tout seul. Donc c'est de partenariat. Quel partenaire sur quelle durée? Quelles sont les conditions justement de contractualisation? Qu'est-ce que je gagne? Non pas qu'est-ce que je perds, mais voilà, quelles sont les conditions sur lesquelles on va se mettre d'accord. Ça suppose également de l'intégrer encore une fois dans cette chaîne de valeur mondiale, c'est-à-dire que aller sur un élément de transformation où, par exemple, il y a des acteurs extrêmement compétitifs, ça peut être compliqué. Donc comment on le voit? Pas simplement chaque pays séparément, mais en parlant et en échangeant avec les différents pays pour avoir une vision un petit peu plus globale, puisque derrière la transformation, il y a aussi les infrastructures portuaires, il y a la logistique, les routes, bien sûr, le ferroviaire. Et d'ailleurs, c'est toute la dimension de ce qui a été annoncé récemment au niveau de l'Union européenne, de ce qu'on appelle Global Gateway, c'est-à-dire les réponses visant et permettant de créer on va dire un trait d'union entre la dimension de transformation et la dimension logistique, qui, encore une fois, sont deux jambes d'un même corps. Très bien, donc on arrive au terme de l'émission. C'est très intéressant. On n'a pas assez de temps pour aborder tous les sujets. De toute façon, vous allez revenir encore sur ce plateau. Mais avant cela, je vous donne le mot de la fin face à la caméra. Merci beaucoup à nouveau de votre invitation. Ce livre, c'est un engagement, c'est une action, c'est surtout une invitation au débat, parce que je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, de la même manière qu'il n'y a pas une seule Afrique, il y a des Afriques et donc il y a des réponses. Très bien, donc voilà le livre « Ce qu'attend l'Afrique » de Benoît Chervalier. Où est-ce qu'on peut avoir ce livre si on veut se le procurer? Alors, dans toutes les librairies, mais aussi de manière numérique. Il est aussi disponible dans un certain nombre de pays du continent, comme en Europe. Et maintenant, les plateformes dématérialisées permettent aussi de le lire sur sa tablette ou en format papier. En fonction des goûts de chacun. Aux éditions de l'Aube. Il coûte combien à peu près si on veut l'acheter? 18 €. 18 €, voilà. Donc vous pouvez vous procurer de ce livre, un livre complet qui parle de l'Afrique, donc connaisseur d'Afrique, donc qui a fait ce livre. Et donc vous pouvez l'avoir et pas très cher, donc vous pouvez le lire et puis ça peut vous servir. Je vous remercie nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je remercie la régie avec Faisal Sidiki. Je remercie le PDG de la chaîne Hamza Taj. Je remercie nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.